Merci beaucoup Jean-Marie. Je vais passer la parole à Nicole, à la fois pour un reportage et un questionnement. C'est vrai que c'est un peu la première fois dans l'histoire où on voit à ce point qu'une puissance peut avoir l'appétence à la puissance et être aussi encombrée par ce qu'exprime ou ce que obligerait l'extériorisation de cette puissance, et que les facteurs internes qui à la fois sont les éléments de cette puissance même sont ceux qui peuvent la fragiliser. Ce commentaire très général. Nicole, je te passe la parole. Merci beaucoup Louis, merci Jean-Marie pour cet exposé à la fois très détaillé et très problématique. Vous allez vite comprendre que la seule raison pour laquelle je suis sur cette estrade, c'est mon amitié de 30 ans avec Jean-Marie et pas du tout mes compétences sur la région. Donc je vais un peu quand même jouer le rôle du candide et poser 3 questions à partir de ce que tu as dit. J'avais préparé un certain nombre de choses, mais qui, à mon avis, sont complètement outdated, dépassées. La première question, c'est sur l'Afghanistan. Je trouve que tes réflexions sur l'Afghanistan sont d'abord intéressantes parce qu'elles remettent un tout petit peu, non pas d'optimisme, mais en tout cas de dynamique positive dans ce pays qui quand même représente à nos yeux d'Européens le symbole de l'échec des interventions occidentales. Et ma première question, c'est justement sur la relativité dans l'appréciation de la victoire ou de l'échec d'une intervention. Parce que moi, je suis, de ce point de vue, plutôt plus européenne, c'est-à-dire je considère que l'Afghanistan, c'est un échec absolu. Intervention en 2001, donc ça fait 14 ans d'intervention, 10 milliards d'investissements de la Banque mondiale et de l'Union européenne, encore 10 000 soldats américains qui resteront en 2015, puisque les Américains ont revu à la hausse leur départ, quelques 5 000 forces de l'OTAN également qui resteront après le départ de la force de combat. Autrement dit, une intervention qui, le retour des talibans bien sûr, et puis cet expansionnisme du terrorisme vers d'autres régions. Donc ça c'est ma première question. Qu'en est-il de notre capacité d'évaluation de nos propres actions? Je ne parle même pas de la solidité et de la fragilité des autres, des États, mais de l'effet positif ou négatif de nos propres interventions dans cette zone asiatique. Et alors, sous question, tu as parlé un peu de ce qu'on pourrait appeler un domino Daesh, c'est-à-dire pour les conservateurs républicains américains parlaient du domino démocratique à la suite de l'intervention en Irak, c'est-à-dire ensuite la démocratie allait faire comme un domino après l'imposition de la démocratie par la force en Irak. Là, on a plutôt l'impression inverse, que l'effet de l'intervention en Afghanistan, c'est plutôt un domino Daesh, c'est-à-dire les combattants qui se retrouvent exclus, soit retournent dans leur pays pour refaire du djihadisme interne, soit repartent dans d'autres régions de conflit pour alimenter les troupes de Daesh. Et donc, sous question de celle-ci, est-ce que le terrorisme, ce terrorisme-là, djihadiste, n'est pas le seul trait commun de la scène stratégique mondiale, où on a des zones stratégiques très différentes, l'Asie, le Moyen-Orient, l'Europe, qui obéissent à des logiques très différentes, et où le seul facteur, le seul lien stratégique entre ces différents théâtres, ce sont justement les éléments djihadistes. Ça, c'est ma première paquet de questions. Deuxième paquet de questions, c'est sur ton introduction, l'Asie, centre de gravité stratégique aujourd'hui de la mondialisation. Alors ça, c'était une des choses qui était déjà très ancrée dans le livre blanc de 2008. Il y avait même l'expression, l'évolution du centre de gravité stratégique vers l'Asie. C'était dans le livre blanc de 2013, dont tu as conduit les travaux, l'analyse est beaucoup plus nuancée. Il y a un retour de la géographie, un retour de la géographie dans l'appréciation des enjeux stratégiques, et avec justesse, puisqu'aujourd'hui on voit quand même qu'il y a un deuxième centre de gravité qui est l'Europe.
pour des raisons très différentes. À l'est, la Russie, au sud, l'implosion de beaucoup de pays de la Méditerranée. Et donc on a cette coexistence aujourd'hui de deux centres de gravité sur la scène stratégique mondiale, autrement dit la disparition, la notion même de centre de gravité. Et donc là, la question que je voudrais te poser, c'est la perception peut-être différente des Européens et des Américains sur cette affaire. Pour nous, Européens, la question qui se pose, c'est est-ce que l'on doit aussi considérer l'Asie comme un centre, comme une priorité stratégique, comme le font à juste titre les Américains, ou est-ce que l'on doit se concentrer sur notre priorité stratégique européenne? Et ça a des implications très directes sur le plan politique, budgétaire, etc., y compris pour un pays comme la France. On a eu ces débats, est-ce que la puissance maritime est essentielle parce que l'Asie, ou est-ce qu'au contraire, il faut réadapter l'outil de défense sur un enjeu stratégique plus géographique qui est l'Europe et sa périphérie proche. Autrement dit, est-ce que pour les Européens, la question du centre de gravité que représenterait l'Asie est aussi importante qu'elle ne l'est pour les Américains? Moi, j'ai plutôt tendance à répondre non, mais avec la sous-question qui est, est-ce que l'on doit laisser aux États-Unis le soin de réguler la sécurité de l'Asie? Autrement dit, est-ce qu'on va vers un partage des tâches où les Européens s'occuperaient de la sécurité européenne et de ses marges, et où les États-Unis se verraient déléguer la gestion de la sécurité en Asie, parce que les Européens ne sont pas capables, ni même ne veulent pas d'ailleurs, mais ne sont pas capables de le faire. J'ai regardé un peu ce qu'à l'Union européenne on appelle le partenariat stratégique avec la Chine, l'Inde, le Japon. C'est dérisoire, c'est ridicule. Bon, je pense qu'on ferait mieux effectivement au moins d'essayer de régler l'Ukraine avant d'essayer de régler les questions de l'accord. Mais ça, c'est une vraie question. Est-ce que dans le XXIe siècle, on ira vers cette espèce de partage des tâches? Tu as commencé à répondre que non, en disant il y a un modèle européen, il y a des valeurs, il y a un concept européen, il y a une apologie du multilatéralisme qui ne peut être fait, je crois, que par une diplomatie européenne. Mais en même temps, quand on regarde les moyens des uns ou des autres, est-ce que c'est quand même pas plutôt vers un partage des tâches Europe-États-Unis sur lequel on se dirige? Et ma dernière question, c'est sur la Chine. Sur la volonté de puissance de la Chine. Moi, il me semble, sans être du tout une spécialiste de la question, qu'il y a une très grande différence entre la façon dont elle est perçue par les pays asiatiques, comme effectivement une menace potentiellement impérialiste, conquérante, etc., y compris sur le plan idéologique, avec cette notion maintenant du rêve chinois qui pourrait contrebalancer le rêve américain, mais qu'inversement, les Chinois ont plutôt, me semble-t-il, le syndrome de l'encerclement. Se sentent non pas agressés, mais en tout cas encerclés par une puissance américaine de plus en plus présente, qui noue de nouvelles alliances, qui fait ce partenariat, comment dit-on, Trans-Pacific Partnership, le partenariat pacifique économique. Et donc, la question est, est-ce qu'on a tort de penser que pour la Chine, la question stratégique se résume plutôt à un syndrome d'encerclement plutôt qu'à une volonté de puissance expansionniste, d'autant que quand on sait que sur la scène internationale, les Chinois sont plutôt une puissance abstentionniste. Ils se gardent bien de prendre des responsabilités en matière de sécurité mondiale. Et donc, voilà, ça c'est la question sur la Chine. Est-ce qu'on ne se trompe pas en évaluant le potentiel militaire, plus de 296% de dépenses militaires, le potentiel économique, etc. Est-ce qu'on ne se trompe pas sur la perception de la Chine dans sa région? Très bien, merci. Les applaudissements mérités, mais n'étaient pas tout à fait pour vous deux, ce qu'on vient d'entendre. Ah, moi je pensais. On a dû fermer les fenêtres, mais vous les méritez. Allez-y, vous ne laissez pas troubler par ce qui se passe. J'ai même pas entendu. Ah si, tu les entends, oui. Applaudis. Bon, la question des interventions, d'abord. Moi, je suis de ceux, effectivement, qui ont une grande prudence sur les interventions. On sait comment ça commence. C'est très difficile de savoir comment ça finit. Je pense qu'il y a eu une certaine hubris dans les années 2000 sur les interventions. J'ai fait allusion dans la conférence, je pense que tous les efforts n'ont pas été faits en 2001. Ça, j'en ai la certitude, je l'ai observé, pour essayer de
de négocier avec les talibans le fait qu'ils chassent Bin Laden et le livrent éventuellement. Ça n'aurait peut-être pas été marché, mais ce n'était pas totalement impensable. Et que ça aurait sans doute été une meilleure option, et qu'ensuite le régime taliban, il aurait évolué comme tous les régimes, et que l'isolement total dans lequel il était n'était pas forcément la meilleure manière de le faire évoluer. Donc, si on réécrit l'histoire, je pense qu'une autre histoire aurait pu être écrite. Cela dit, comme intervention, je trouve que quand on compare à l'intervention en Irak, évidemment, c'est pas l'intervention en Irak est beaucoup plus catastrophique que l'intervention en Afghanistan, parce que maintenant il y a plus d'Irak aujourd'hui, il n'y a plus d'État irakien, ce sont des milices chiites, il n'y a plus d'armée irakienne, et donc on est dans une situation qui est très grave, durablement grave pour la région. L'Afghanistan, c'est un des États les plus anciens de la région, il existe depuis le XVIIIe siècle, en tant que vraiment État, les Afghans se chamaillent, se battent de vallée en vallée depuis toujours, mais en même temps, ils tiennent à l'État afghan. Je crois qu'une fois que les étrangers sont partis, probablement un certain équilibre se retrouve. Alors ça ne justifie pas l'intervention, mais parce qu'effectivement, il aurait peut-être mieux valu ne pas en avoir. Mais disons qu'aujourd'hui, les choses sont gérables. Je crois que les Américains ont raison de rester. Il faut bien voir que l'Afghanistan ne s'est effondré qu'après l'effondrement de l'Union soviétique. Tant que les Soviétiques soutenaient le régime afghan, ça tenait tant bien que mal. Il ne faut pas faire l'erreur qui a été faite quand on a coupé les vivres en Afghanistan et que ça l'a plongé dans le chaos. L'Afghanistan a besoin de ce soutien aujourd'hui. Ça j'en suis absolument profondément convaincu, que de tirer l'échelle maintenant, ce serait une très mauvaise idée, que toute chose égale d'ailleurs, c'est un investissement relatif. Donc sur les interventions, j'ai un jugement mitigé. Moi, je ne suis pas un interventionniste. Je crois qu'il faut être beaucoup plus modeste dans ses ambitions, que l'idée qu'avec l'intervention on allait faire. Je me souviens de la couverture de Time Magazine en 2001 où il y avait un beau visage de femmes afghanes, et donc l'Afghanistan allait devenir un pays d'égalité des hommes et des femmes. Ça ne l'est pas. Cela dit, quand on voit ce qu'est l'Afghanistan aujourd'hui, c'est beaucoup mieux que ça n'était. Même si c'est encore à des siècles de ce que nous voudrions que ça soit. Mais il y a une vraie transformation. Il y a des millions de gens et de jeunes filles qui vont à l'école. Je pense qu'il ne faut pas être complètement défaitiste sur l'impact de cette intervention. Il y a une transformation en cours de l'Afghanistan. Le fait que quelqu'un comme Ashraf Ghani puisse être avoir été élu président de l'Afghanistan, est quelque chose de tout à fait incroyable, avec toutes les combinaisons politiques qui sont derrière cela. Mais en même temps, c'est malgré tout une transformation profonde du pays, à mon avis. Donc, je crois que ça dépend où on met la barre. Si on s'imagine que l'Afghanistan aujourd'hui est un pays qui a sauté plusieurs siècles d'un coup, absolument pas. Mais l'Afghanistan est dans une meilleure situation aujourd'hui qu'il y a 15 ans, à mon avis. Ça n'est pas dire beaucoup, mais c'est un peu. Alors, sur le djihadisme, question était liée. Je crois que ce qui est très difficile dans ce phénomène du djihadisme, c'est que c'est la convergence du très local et du très global. Et donc, si on ne prend qu'une dimension, on manque beaucoup. Les motivations sont très différentes pour les Irakiens qui ont rejoint l'État islamique.
qui l'ont rejoint parce qu'ils en ont assez des milices chiites et de la confiscation du pouvoir par les chiites en Irak. C'est très différent de la motivation des combattants étrangers qui sont venus en Afghanistan. C'est très différent de la motivation des Français ou Anglais ou Allemands qui ont rejoint le djihad. Donc, il y a un phénomène de l'ultra-violence qui prend une couleur religieuse parce que la politique a été déconsidérée. Il y a 30 ans, ils auraient rejoint, quand on parle des Français, ils auraient rejoint probablement, je sais pas, les Brigades Rouges ou si c'était allemand, Baader-Meinhof, des choses comme ça. C'est la violence qui conduit au djihadisme, plus que c'est pas l'islam qui conduit au djihadisme. Et donc il y a ces phénomènes complexes dont il faut reconnaître la complexité et où il faut à la fois traiter de façon locale les sources locales et en même temps voir qu'il y a d'autres aspects qui sont transnationaux qui doivent être traités d'une autre manière. Mais si on ne traite que le transnational en ignorant le local, ou si on ne traite que le local en ignorant la dimension transnationale, à mon avis, on échouera. L'Asie, centre de gravité, sur quoi se concentrer ? Moi, je pense que il faut être très pragmatique là-dessus. Je crois que sur le plan militaire, pour être concret, je pense que les Européens qui n'arrivent pas à maintenir 2% de leur PNB pour la défense, ce sont des moustiques en Asie. D'envoyer des bateaux en Asie, c'est utile pour soutenir l'industrie d'armement, mais ça n'a pas de signification, de vraie signification, à mon avis. Enfin, je suis brutal, sur le plan stratégique. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Est-ce que ça serait souhaitable d'avoir une capacité stratégique ? Oui, mais il faut être réaliste. Si déjà on arrivait à avoir une capacité pour traiter les espaces non gouvernés en Afrique et d'autre part être capable de donner de vraies réassurances aux États qui se sentent menacés en Europe, ça serait très bien. Il faut commencer par là. Ensuite, on pourra aller régler les questions de la mer de Chine. Je ne demanderais pas mieux qu'on joue un rôle dans ce domaine. Je pense que ça serait utile pour l'Europe de pouvoir le faire, de ne pas laisser aux États-Unis le seul soin de le faire, parce que je ne suis pas sûr que les États-Unis aient la volonté de le faire autant qu'il serait nécessaire de le faire. Mais on est réaliste, il vaut mieux commencer. Moi, j'avais une institutrice quand j'étais à l'école primaire qui disait « fais bien ce que tu fais ». Je pense que si on commençait par bien faire ce qu'on doit faire dans nos approches immédiates, en gros, du golfe de Guinée au golfe Persique au sud et jusqu'aux marges de la Russie à l'est, ça serait déjà très bien. Et que pour le moment, on n'a pas les moyens de le faire militairement. Et donc il faut avoir des priorités dans ce domaine. Ce qui ne veut pas dire, et c'est mon deuxième point, que l'Europe, et c'est pour ça que j'ai parlé longuement de cette banque asiatique d'investissement, l'Union européenne c'est une vraie puissance économique qui intéresse vivement les Chinois, qui intéresse vivement tous les pays d'Asie. Et le fait qu'elle agit en ordre complètement dispersé, qu'elle est incapable d'avoir des politiques cohérentes dans ce domaine, est un élément d'affaiblissement. Et ça, de façon pragmatique, on pourrait faire beaucoup mieux. On pourrait faire beaucoup mieux sans dépenser plus d'argent. Donc ma réponse, c'est, sur le plan militaire, ne faisons pas semblant de pouvoir faire plus que ce qu'on fait dans l'état actuel insuffisant de nos moyens. Sur le plan économique, il y a sûrement la possibilité d'être beaucoup plus sérieux et cohérent. Ta troisième question sur la Chine encerclée. Moi j'ai dit plutôt la Chine avec un certain sentiment de fragilité interne, mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas, je crois pas que je serais d'accord avec toi sur l'idée d'encercler, parce que la Chine, elle se sent
elle est le premier témoin de sa réussite, qui est extraordinaire, qui est remarquable, avec une fierté légitime de ce qu'elle a réussi. Elle voit un système américain qui est paralysé, avec un Congrès qui est capable d'affaiblir la position de négociation du président en envoyant des lettres, enfin ce genre de choses, qui affaiblit considérablement l'autorité politique des États-Unis. Elle voit une Europe qui réagit en ordre dispersé, et elle s'en amuse à ces initiatives comme la Banque internationale, la Banque d'investissement. Donc je crois que la Chine, elle a plutôt le sentiment qu'elle a autour d'elle un certain nombre d'acteurs qui sont en voie d'affaiblissement. Mais, comme tu l'as dit, il vaut mieux, et comme je suis tout à fait d'accord avec ça, elle ne hausse pas trop la voix. Il vaut mieux ne pas trop faire envie. Elle n'a aucune envie de faire pitié, elle n'a aucune raison de faire pitié, parce que c'est une très belle réussite, mais elle ne veut pas non plus être trop visible dans son triomphe. Donc je ne crois pas qu'elle ait le sentiment de l'encerclement, elle a le sentiment de ses propres fragilités, très probablement. Donc il y a dans ce sens un aspect défensif, mais je ne pense pas que j'irais jusqu'à dire que c'est de l'encerclement. Merci Jean-Marie. On va passer maintenant la parole à leur salle. Et en attendant que les questions se préparent, peut-être... oui, monsieur. Allez-y, je vous en prie. Je poserai ma question plus tard. Levez-vous. S'il vous plaît, on vous entendra mieux. Vous êtes caché là par les appareils. Je vais prendre les discussions sur le dernier point entre Madame Lesotho, si j'ai bien entendu au début, et M. Guénaud. Personnellement, étant français d'origine chinoise, je crois que Madame, peut-être par son sentiment, enfin son sens féminin de perception plus aiguë, elle a probablement plus raison que M. Guénaud, si je peux me permettre. En ce sens que, objectivement, quand vous voyez les accords militaires entre les États-Unis d'une part, avec le Japon, avec les troupes stationnées au Japon, en Corée du Sud, des accords d'alliance avec des bases militaires à Singapour, et les États-Unis sont en train de nouer également des accords avec les Philippines. Les États-Unis ont stationné récemment, commencé à stationner des troupes, enfin 200, c'est pas grand-chose pour le moment, mais ça va venir, en Australie du Nord, et récemment encore, dans le cadre de la mer de Chine, du Sud, les États-Unis ont invité à la fois le Japon et l'Inde à intervenir davantage dans cette zone de la mer de Chine. Donc, pour les Chinois, ils sentent, à mon avis, dès que moi je les perçois, ils sentent qu'ils sont quand même encerclés. Ils ne réagissent pas trop vivement parce qu'ils n'ont pas les moyens. D'ailleurs, on parle beaucoup de la menace de la Chine en mer de Chine du Sud. Je pense que dans le fort intérieur des Chinois, eux, ils pensent qu'on ne fait qu'affirmer nos droits. Parce que nous avons toujours considéré les territoires comme étant des territoires chinois. Pourquoi est-ce que les États-Unis, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a rendu Taïwan à la Chine, l'île de Taïwan à la Chine, et pas territoire? C'est leur position. D'ailleurs, à cet égard, au sujet de la mer des îles de la mer du Sud, par exemple, il n'y a pas que le régime de Pékin qui réclame ces îles. Il y a un autre régime chinois qui le réclame, mais personne n'en parle. Taïwan, absolument. C'est Taïwan. Absolument. Certaines de ces îles sont occupées par Taïwan d'ailleurs, mais personne ne dit que Taïwan veut dominer la mer de Chine méridionale. Donc moi, je partage plutôt les sentiments de Madame Lesotho. Très bien. Est-ce qu'il y avait une question au-delà de votre commentaire? La question...
pas simplement la pourrais en avoir restitution. beaucoup, mais je ne veux pas monopoliser la parole. D'accord, très bien. Moi j'en avais une quand même qui était sur le nucléaire, en tout cas pour les puissances nucléaires. Il y en a deux, en tout cas potentiellement encore en Europe, et une certainement puisqu'elle l'a réaffirmé. Est-ce qu'elle a réaffirmé la modernisation de ces composantes en justifiant notamment des allonges stratégiques vers cette zone pour bien justifier de tous azimuts? Est-ce que ça joue dans un équilibrage géostratégique? Est-ce que pour toi ça reste un élément d'un équilibre stratégique pertinent dans la zone, un élément de déséquilibre ou de déséquilibre, mais en tout cas d'implication nécessaire? C'est vrai, je vois bien le retrait européen, mais il y a de toutes les façons cette question qui montre qu'en tout cas il y a une espèce au minimum d'affirmation de pouvoir un jour. Et puis il y a quand même chez un certain nombre de pays, je pense à l'Australie, mais je pense au Japon, une forme d'inquiétude à rester seul dans un dialogue avec les États-Unis et à vouloir impliquer au moins un tout petit peu les Européens diplomatiquement, par une coopération d'armement qui serait plus forte, etc. Non, tout ça est vrai. D'ailleurs, sur le encerclement ou pas, je crois que l'objectif stratégique de la Chine à long terme, bien sûr, c'est que les États-Unis sortent d'Asie, parce qu'à ce moment-là, la géographie parle d'elle-même, et la Chine est la puissance dominante sans contestation possible, à moins qu'il y ait des structures qui permettent de rééquilibrer les choses. Donc je suis sûr qu'effectivement, la présence américaine en Asie, et les Chinois ne s'en cachent pas, est une chose qui leur déplaît. On peut l'appeler encerclement, on peut l'appeler rééquilibrage, selon l'endroit où on se place. Du point de vue japonais, c'est plutôt la vision de rééquilibrage. Du point de vue chinois, on peut le présenter comme encerclement. Sur la dimension nucléaire, j'ai un certain scepticisme, parce que là, beaucoup se joue sur la question de Taïwan. Et un pays de système éventuellement pour Taïwan. Et les Américains veulent s'assurer, et veulent assurer Taïwan qu'il n'y aura pas de résolution militaire de la situation de Taïwan. Et donc, c'est une combinaison de moyens militaires dans la zone, de porte-avions qui se déploient quand la tension monte, on l'a vu dans certaines occasions, et puis la réassurance ultime. Tout cela, dans la durée, est un peu problématique. L'idée que les armes nucléaires européennes par elles-mêmes renforceraient cette dissuasion, je crois que c'est une question qu'on s'est posée à l'époque de l'Union soviétique, où là on était directement concerné, puisque c'était le territoire de l'Europe et notre propre territoire, et on peut dire que la possession par des puissances européennes de l'arme nucléaire était un élément incontestable et reste un élément incontestable de complication du calcul stratégique que pouvait avoir Moscou, l'Union soviétique, face à l'Europe, même si la probabilité était, il y avait une incertitude. Je crois que, mais même là, il y avait des doutes sur la capacité politique éventuelle des Européens à nucléariser un conflit que les Américains ne voudraient pas nucléariser. J'ai des doutes profonds, à vrai dire. Je pense que les Européens seraient un peu fous entre nous s'ils étaient prêts à nucléariser un conflit en Asie que les Américains ne voudraient pas nucléariser. Donc, j'ai un certain scepticisme là-dessus. Je pense qu'il faut avoir
l'humilité de reconnaître qu'en réalité on ne pèse pas beaucoup sur cette équation stratégique, la arme nucléaire ou pas. Sur la Corée un peu. Sur la Corée un peu parce que là c'est une puissance, c'est pas la Chine. Et donc là, par rapport à la Corée du Nord, là il y a une dimension, possible. Mais je pense que si à Dieu ne plaise quelque chose se passait en Corée du Nord, les Américains feraient tout pour éviter une riposte nucléaire. Ils feraient tout pour éviter de briser le tabou nucléaire qui tient depuis Hiroshima et Nagasaki. Donc je pense qu'ils auraient raison d'ailleurs de faire tout pour l'éviter. Je pense que la Corée du Nord est un de ces exemples où les Chinois, Pékin a un très grand intérêt à maîtriser la situation en Corée du Nord. Et je crois que l'évolution de la Corée du Nord et les inquiétudes qu'on peut avoir sur la Corée du Nord, c'est encore une dynamique sous-régionale où il va falloir que les Chinois jouent un rôle de plus en plus important. Et la grande inquiétude sur la situation de la Corée du Nord, c'est que le raisonnement traditionnel était que la Chine avait au fond une influence suffisamment forte sur la Corée du Nord pour calmer le jeu, si je puis dire. Aujourd'hui, on voit la Corée du Nord essayer de jouer une carte russe, en quelque sorte, pour se donner un espace par rapport à la Chine. Et je trouve que tout ceci est assez dangereux et qu'on a plutôt intérêt à ce que ce soit la Chine qui reste l'acteur le plus influent en Corée du Nord. Vous avez la parole. Bon, non, d'accord, merci. Et pendant ce temps-là, les étudiants ont Il y en a un là-bas. Questions, pas que ce soit à la fin, comme toujours. D'abord, merci pour votre conférence, votre analyse globale et très, très fine de la situation je voudrais simplement faire quelques brefs commentaires et vous poser une question. Les commentaires sur le soi-disant retour de la géopolitique en Asie. Est-ce que la géopolitique a jamais quitté l'Asie en définitive ? Tous les siècles que l'on voit défiler à travers l'histoire, effectivement, offrent leur lot de conflits locaux, régionaux, entre grandes puissances dans la région. Et peut-être, à l'exception et encore de la colonisation qui a un peu gelé ces conflits, on peut en faire une longue liste jusqu'au XXe siècle, comme vous le savez, avec les conflits les plus chauds de cette soi-disant guerre froide aussi dans la région. Corée, Vietnam, Indochine, etc. Précisément, la géopolitique, l'école française née sous l'égide de d'Yves Lacoste, et renvoie directement à la guerre du Vietnam, puisqu'il nous a livré ce témoignage et cet ouvrage, ce maître ouvrage, La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, qui était une réflexion justement issue de ses missions, enquêtes sur les bombardements américains et l'importance qu'il accordait à la géographie de ces bombardements au Vietnam, donc dans les années 60-70. Sur la situation de l'ASEAN, vous l'avez évoqué d'une façon relativement optimiste et je crois qu'effectivement cette construction régionale à laquelle beaucoup prédisaient un destin assez sombre, notamment après la crise économique de 97-98, a survécu, et non seulement elle a survécu, mais en plus elle est devenue le centre de toute une série de cercles concentriques de forums qui se sont effectivement créés autour de l'ASEAN avec les grandes puissances régionales européennes et américaines. C'est l'ARF, le Forum régional de l'Asie, c'est l'ASEAN plus 3, plus 6, plus 8, etc., etc. Donc on a une architecture, je dirais, de dialogue. Ce ne sont guère plus que des dialogues, effectivement, mais c'est déjà beaucoup. Y compris sur des questions de sécurité sensibles. Par exemple, l'ARF est l'un des forums où on discute entre Coréens du Nord et du Sud. On n'a pas tant que cela pour parler à 6, c'est vrai. Donc ça mérite d'être signalé. Et je crois que vous avez aussi parlé des États faibles. Précisément, l'ASEAN s'est construit pour renforcer les États. D'abord, je crois que le mécanisme de la construction régionale en Asie est différent de celui de l'Europe, qu'a connu l'Europe dans les années 30, 40, 50. Et de ce point de vue, et j'en viens ensuite à la question, on a effectivement
des raisons d'espérer finalement que l'ASEAN jouera un rôle positif, je crois, dans l'architecture régionale, et notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité qui nous intéresse davantage ce soir. Alors j'aurais aussi des commentaires sur l'Union européenne. Mais pour la question, c'est de profiter un peu de votre expérience à l'ONU pour savoir, parce que je sais que la contribution des États asiatiques est relativement importante, non pas en termes financiers, mais en termes d'effectifs, de contribution aux missions de la paix. Comment vous jugez un peu le bilan de la contribution des États asiatiques aux OMP depuis le début des années 2000? Alors, merci. Merci. J'ai 2 questions d'étudiants, on va les prendre, tu réponds moi après. Dans le fond de la salle. Ah, vous vouliez pas, alors je vous pose. Bonjour. Donc vous avez parlé en tout début de l'Afghanistan et donc du château d'eau qu'il représente. Et donc je vais revenir à des enjeux plus Kyrgyzstan, qui est Tadjikistan. Et donc vous avez parlé du fait que l'Afghanistan pourrait utiliser les fleuves qui sont dans ce territoire. C'est surtout Kyrgyzstan et Tadjikistan qui peuvent jouer un rôle. On a par exemple l'Indus, auquel je pensais, et qui pourrait s'en servir pour produire de l'électricité plutôt que pour le laisser distribuer à ses voisins. Et ça me faisait penser aux enjeux qu'il y a pour les fleuves africains, notamment pour le Nil, qui sont des enjeux de grande tension entre les États et par exemple l'Égypte. Et je voudrais savoir si ces enjeux-là sont aussi importants dans l'Asie du Sud, ou en tout cas dans l'Afghanistan et ses voisins, qu'en Afrique, et s'ils en ont conscience dans la région. Merci. Ok, c'est une bonne question. Alors, je te laisse répondre. Bon, alors, d'abord, je suis d'accord avec vos commentaires. Sur la contribution aux opérations de maintien de la paix, effectivement, les États d'Asie du Sud ont un rôle très important, puisque le Bangladesh, le Pakistan et l'Inde ça varie selon les moments, mais ils sont toujours les 3 principaux contributeurs en général. Enfin, je demanderais de vérifier aujourd'hui, mais a priori, ils sont toujours les 3, en particulier Bangladesh, Pakistan. Il y a certains de ces États ont des troupes meilleures que d'autres. Je ne voudrais pas entrer trop dans les détails. Ça varie beaucoup selon les commandements. Et on voit quelquefois le même État produire des troupes. Par exemple, les Pakistanais ont souvent produit de très bonnes troupes. Avec des généraux très compétents, parce que comme le Pakistan et l'Inde se sont fait plusieurs fois la guerre, ils attachent beaucoup d'importance à la sélection de leurs généraux, parce qu'ils savent que c'est l'avenir du pays qui peut être en jeu. Et donc souvent les officiers généraux de ces 2 pays sont d'une grande qualité. Enfin, c'est comme partout, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais ces 2 pays fournissent de bons officiers généraux et souvent de très bonnes troupes. L'armée bangladeshi n'a pas eu le même rôle, et donc c'est pas le même niveau du tout que les armées pakistanaises et indiennes en termes de performance. La question intéressante, c'est l'évolution de la contribution chinoise au maintien de la paix, qui a commencé dans les années 90 par une contribution régionale. C'est-à-dire que les Chinois se sont impliqués au Cambodge, parce qu'il y avait un intérêt évident, et puis ils se sont impliqués à Timor-Leste, parce que c'était aussi en Asie. Ça a été la première étape de l'implication chinoise dans l'opération de maintien de la paix. La deuxième étape, ça a été leur implication dans des opérations au-delà de l'Asie, et on les a vus en général dans des pays qui soit étaient riches en matières premières, soit qui avaient des relations diplomatiques avec Taïwan, et où la condition de la présence chinoise était la rupture de ces relations avec Taïwan. Par exemple Haïti ou le Libéria, où Taïwan avait mis le paquet et où
Et donc ça jouait un rôle. Autrement, c'était des pays à matières premières. Le Libéria combine les deux. La République démocratique du Congo, le Soudan, qui n'est pas encore divisé, puis le Sud-Soudan, le Darfour, enfin, il y a des Chinois dans l'UNAMID. Mais cette contribution était une contribution uniquement en unité logistique, en unité médicale, ou bien en unité de police, comme par exemple à Haïti. Et la troisième étape, elle est venue maintenant, avec la participation d'unités combattantes, si on peut dire, de l'armée chinoise, avec une préoccupation là qui touche justement au souci de chinois qui rencontrent le souci des puissances occidentales par rapport aux espaces non gouvernés, par rapport au djihadisme, et donc l'idée qu'il faut contribuer à la stabilisation de ces zones. Moi j'ai beaucoup poussé quand je dirigeais les opérations de maintien de la paix, à l'engagement chinois dans les opérations de maintien de la paix. Je crois que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une manière pour la Chine de devenir un bon citoyen du monde, en quelque sorte. La Chine, comme les autres États qui contribuent au maintien de la paix, voit son intérêt national. Il n'y a rien de surprenant à cela. Mais le fait que la Chine est de plus en plus présente dans les opérations de maintien de la paix, qu'aujourd'hui, elle est le premier contributeur parmi les 5 membres permanents des opérations de maintien de la paix, est un phénomène intéressant, important. Elle n'a pas une énorme concurrence, que la contribution des membres permanents au maintien de la paix est très limitée. Mais malgré tout, c'est quand même significatif. Je dirais que c'est quelques milliers de soldats par rapport à l'immense armée populaire, c'est pas énorme, mais c'est quand même significatif. Et c'est d'autant plus significatif qu'un des facteurs contraignants pour l'armée chinoise, c'est que dans ces opérations, il faut quand même pouvoir se parler, donc il faut pouvoir parler de l'anglais. Et tous les officiers de l'armée populaire, bien entendu, ne parlent pas anglais. Et ceux qui parlent anglais sont souvent dans des unités d'élite, technologiques et autres. Et donc, pour la Chine, de mettre ses officiers dans les opérations de maintien de la paix, c'est un peu low-tech par rapport aux aspects high-tech de l'armée chinoise. Donc il y a une tension là. On a toujours vu le ministère des Affaires étrangères chinois pousser à la participation chinoise dans les opérations de maintien de la paix, et la défense moins enthousiaste parce qu'elle voyait bien la concurrence que cette participation faisait à d'autres priorités de l'armée chinoise. Mais ces contributions asiatiques sont importantes pour le maintien de la paix, en particulier celle de l'Asie du Sud, celle de la Chine sur le plan politique. L'eau, ça va être un thème majeur pour l'Asie, parce que ce n'est pas l'Afghanistan qui est le château d'eau, c'est tout le bloc de l'Himalaya, d'où partent la plupart des grands fleuves d'Asie. Et donc, les fleuves, historiquement, ce sont des éléments de coopération, de confrontation. Quelquefois, ce sont des éléments de coopération. Le Nil, d'une certaine manière, a été aussi un élément de coopération entre les États du Nil. Pour les étudiants, l'exemple le plus complexe, c'est le Danube. L'ensemble des traités, même des organisations internationales pour gérer le Danube. Une grande preuve dans l'histoire des relations internationales de l'aspect coopératif autour des fleuves. Et donc là, c'est un enjeu très très important parce que l'Asie va manquer d'eau et donc une gestion coopérative des ressources en eau, en particulier en Asie du Sud, est extraordinairement importante. Et il y a par ailleurs le problème de l'eau. Alors en Asie centrale, vers les steppes, où là on manque évidemment d'eau, on voit la mer d'Aral et le reste, où c'est dramatique, et où donc il faut qu'il y ait une partie de l'eau qui aille vers le nord. Il faut et une des questions qui se pose, c'est que dans certains projets de barrages, j'ai un trou brusquement, je crois que c'est au Tadjikistan, il y a l'idée de vendre de l'électricité au Pakistan, mais bon, je ne suis pas un technicien des barrages, mais un barrage qui fait de l'électricité ne gère pas exactement son eau comme un barrage qui retient de l'eau pour l'irrigation. D'abord parce que l'électricité, on en a besoin. Ça, on n'a pas besoin d'être un grand spécialiste, un ingénieur pour le comprendre. L'électricité, on en a besoin toute l'année. L'eau, on en a besoin dans les périodes sèches de l'été, en l'occurrence en Asie centrale. Et donc, si vous gérez le barrage pour fournir de l'électricité, vous n'avez pas nécessairement les mêmes flux d'eau
au moment où vous en avez vraiment besoin dans le Nord. Donc là, il y a des problèmes politiques importants et délicats qui se posent. Mais la question de l'eau, c'est une question qui peut être politiquement très positive si on arrive à la gérer, comme le disait Louis Gauthier, d'une façon coopérative, mais qui va se poser de façon massive dans beaucoup de pays d'Asie. Alors Nicole, pour la conclusion. Non, en conclusion, moi j'avais une dernière question. Qui est un peu générale, donc sans doute un peu stupide aussi, qui est en Asie. Il n'y a que les réponses qui sont stupides. En Asie, est-ce que finalement ce qui te paraît dominer aujourd'hui, ce sont les logiques de coopération ou ce sont les logiques de fragmentation et d'opposition? Autrement dit, est-ce que c'est la dynamique économique de la mondialisation qui est plus forte ou est-ce que c'est la géopolitique qui l'emporte? Et en particulier pour la Chine, tu avais abordé dans ton introduction la question de qu'est-ce qui se passerait si la croissance n'est plus au rendez-vous pour la Chine. Est-ce qu'en Chine, une panne de la dynamique de la mondialisation ne se traduirait pas par l'invention d'un ennemi extérieur qui maintenirait ensemble la nation? Mais ça, je crois, vu de l'extérieur, quand on regarde l'Asie, on se dit, mais finalement, est-ce que c'est la mondialisation qui est la force dominante dans cette région, donc quand même on peut espérer des dynamiques de coopération, d'intégration, etc. Ou est-ce qu'au contraire la géopolitique est en train de l'emporter? Est-ce qu'on peut répondre à cette question un peu binaire? Binaire. Non, c'est une question très intelligente mais très difficile. Je crois que quand on regarde deux pays qui sont très antagonistes, la Chine et le Japon, pour les raisons que j'ai évoquées, ce qui est frappant, c'est de voir quand même comment les touristes chinois, il y en a des masses au Japon. Il y a beaucoup de touristes chinois qui vont au Japon, mais ça c'est l'élément le plus superficiel. Ce qui est l'élément le plus intéressant, c'est l'interaction économique. Je voyais l'autre jour une statistique qui disait qu'il y aurait près de 10 millions d'emplois en Chine qui sont créés en fait par des entreprises japonaises. C'est beaucoup. La Chine est l'atelier du Japon. Il y a une interdépendance économique qui est très forte. Alors évidemment, les férus d'histoire ne manquent pas de rappeler qu'il y avait une grande interdépendance économique entre l'Allemagne et la France, etc. Donc je ne veux pas trop tirer sur cet argument, mais malgré tout, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une volonté plutôt de coopération que de confrontation. Je pense que c'est lié aussi au fait que, à mon sens, la Chine, et c'est sa force, joue dans la très longue durée. Et comme elle joue dans la très longue durée, elle n'est donc pas pressée. Et c'est quand on est pressé que les malheurs arrivent. Et qu'en jouant sur la très longue durée, la logique est pour elle. Encore qu'il y a des éléments très inquiétants, dont je n'ai pas parlé. La question de la pollution en Chine est une question de l'environnement, est une question massive. Mais la Chine est aujourd'hui, du coup, un des pays qui fait le plus grand effort dans ce domaine, parce qu'ils se rendent compte, les responsables chinois se rendent compte que cette question de la pollution et de l'environnement pourrait tout faire dérailler. Mais la Chine joue stratégiquement sur la très longue durée. Et sur la très longue durée, les concurrences peuvent devenir des complémentarités. Donc je suis plutôt dans le camp des optimistes qui pensent qu'on peut faire le pari de la coopération, tout en voyant comment tout ceci pourrait déraper, je me protège. Mais je crois quand même, si on m'oblige à choisir d'un côté ou de l'autre, je choisis plutôt la version optimiste que la version pessimiste. On te suivra parce que tu es un des rares optimistes pour l'instant de ce cycle. Alors on ne sait pas ce que nous dira Jin Donggang lundi prochain, mais en tout cas merci pour cette conférence et pour cette